Je me lance dans la présentation un instant. Bon, qu'est-ce qui se passe? OK, nous voilà. Alors, je me lance, il est midi, pile poil, sinon un peu plus tard. Alors, bienvenue tout le monde. Merci encore une fois d'être présente en grand nombre. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir de vous parler de cet outil-là. Ça me fait plaisir de parler avec les gens. Ça me fait toujours... bon, c'est ça, je trouve ça toujours agréable d'avoir des petits moments de conférence pour partager des outils ou des réflexions par rapport à l'intervention avec la clientèle avec laquelle on travaille. Alors aujourd'hui, on se concentre sur en fait l'OSIF, qui est un outil clinique qui permet en fait de documenter les impacts fonctionnels d'un trouble de langage oral et écrit. Alors ce que je veux, c'est vraiment que vous compreniez comment l'outil a été bâti. C'est un outil clinique. Donc, il n'y a pas eu de preuves scientifiques. Par contre, il y a beaucoup d'expérimentation, je vous dirais, dans la perspective clinique. Je continue d'en faire et je vous dirais par vos commentaires, vos réflexions, vos questions, vous m'amenez plus loin aussi dans l'exploitation de l'outil. Donc, je trouve ça super intéressant. Donc, c'est là-dessus que j'ai envie de vous nourrir puis de vous amener en fait toute la profondeur qui est importante à mon avis quand on utilise un outil comme celui-là, qui est qualitatif. Alors, voilà, on se lance. C'est quoi le contenu en fait de la présentation d'aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses. D'abord, comment et à partir de quoi l'OSIF a été développé? Donc, je vais vous donner en fait les bases principales sur lesquelles j'ai pu développer cet outil-là en fait durant l'été avec ma collaboratrice que j'engage pour m'aider à développer mon contenu. Donc, puis honnêtement, c'était pas l'intention d'en faire un outil commercialisé que j'allais vendre. Et c'est quand j'ai réalisé, en fait, bon, la qualité du travail que ma collaboratrice a fait, que le contenu qui était présent, ben, je me suis dit que ce serait peut-être vraiment intéressant de le partager avec d'autres personnes. Alors, je vais vous expliquer comment il a été développé, comment il a été conçu et comment il est bien sûr expérimenté par la suite. J'aimerais ça qu'on prenne le temps de réfléchir à qu'est-ce que c'est un impact fonctionnel. Donc, dans le fond, en fait, depuis l'article de Catalyse, qui est un consensus scientifique qui parle du TDL, du trouble développemental du langage, anciennement dysphasie pour les gens qui ne sont pas orthophonistes, parce que ce ne sont pas que des orthophonistes qui sont présentes aujourd'hui. Alors, depuis que cet article-là est sorti, dans le fond, on parle énormément des impacts fonctionnels parce que ça devient une définition même du TDL ou une caractéristique obligatoire, la présence d'impact fonctionnel pour arriver à ce diagnostic de TDL. Et je trouve que c'est important, c'est un concept qui m'interpelle, qui m'a toujours interpellée depuis que je suis orthophoniste, donc ça fait maintenant 20 ans ou pas loin. Alors, j'aimerais ça qu'on prenne le temps, c'est ça, de réfléchir, c'est quoi un impact fonctionnel? Comment on peut le définir et le qualifier? Alors, l'autre chose aussi que je pense super importante à vous partager, c'est comment et pourquoi on l'utilise en évaluation. Donc, quelle information on peut en tirer, quelles sont les conclusions qu'on peut avoir. Puis, je pense que comme n'importe quel outil, que ce soit un outil validé scientifiquement ou un outil plus clinique, il y a toujours des forces, des lacunes, des limites, des interprétations à avoir selon le contexte dans lequel la personne qu'on évalue se retrouve. Alors, je vais essayer aussi de vous donner des pistes par rapport à ça. Même chose pour l'intervention. Donc, quelles informations on peut en tirer, à quoi il peut nous servir comme outil complémentaire dans notre travail. Là, c'est aussi des pistes que j'ai envie de vous partager. Puis comme je le disais, c'est pas quelque chose que j'ai utilisé. Bien, je vais vous expliquer, il y a des parties que j'ai utilisées davantage là, plutôt que d'autres, mais il y en a d'autres que, disons, je suis au début aussi moi-même de mon expérimentation. Alors, c'est certain que même vous, qui partagez vos questionnements, vos expériences, il y a probablement moyen d'aller plus loin dans ce que je vais proposer aujourd'hui. Alors, voyez-le vraiment comme un début de travail et de réflexion et d'utilisation possible. Ensuite, la grande question ou une des grandes questions que j'ai par rapport à l'outil, est-ce que c'est à l'usage exclusif des orthophonistes? Ensuite,
Plusieurs personnes me demandent si c'est possible de faire des achats de groupe. On va prendre le temps d'en discuter un petit peu parce que oui, étant donné là, que je suis consciente qu'il y a des orthophonistes qui se retrouvent dans des milieux de travail qui sont nombreuses, donc on a pensé à offrir quelque chose, quoi. On s'entend pour le coût, 17 pour les 11 questionnaires, c'est vraiment raisonnable comme prix, mais bon, on en fait quand même un rabais. Et aujourd'hui, on a aussi un rabais à faire pour vous qui êtes présents durant la conférence, en plus des 5 ossifs qu'on va faire tirer là, à la fin de ma présentation. Donc, c'est vraiment pour les gens qui sont en direct, je le répète parce que ce n'est pas tout le monde qui vont écouter la conférence qui était présent en direct. Donc, le tirage et le rabais offert aujourd'hui est offert aux gens qui sont en direct. On continue. Bon. Et on va prendre le temps, comme je l'ai dit, de répondre à vos questions, à échanger, partager là, sur le sujet lui-même ou sur l'outil de l'OSIF. Alors, on se lance. Quelle est la construction, en fait, de l'OSIF? Je ne l'ai pas finalisé, mais en fait, les gens qui sont intéressés, on va vous envoyer, en fait, systématiquement les références, donc les outils qui ont été utilisés, oui, certains outils, mais beaucoup des articles aussi, là, puis des sites web où on a retrouvé de l'information pour bâtir, en fait, l'outil OSIF. Donc, on va vous transmettre ça. Ce n'est pas encore prêt aujourd'hui, mais ça va l'être la semaine prochaine. Donc, en fait, je vais essayer de résumer parce que, comme je l'ai dit tantôt, les impacts fonctionnels, sans que ce soit nommé comme ça depuis des années, c'est quand même, je pense que ça a toujours été nommé, mais disons que ça n'a pas eu la même importance depuis plusieurs années, mais pour moi, ça a toujours été un souci quand même très, très grand pour les jeunes que j'accompagnais de considérer cet aspect-là, cette dimension-là, qui est quels sont les impacts des difficultés que j'observe dans le quotidien du jeune, que ce soit en milieu scolaire, en milieu de stage. Donc, ça a toujours été un souci. Alors, je vous dirais que j'ai toujours eu, dans le fond, l'intérêt et j'ai toujours porté attention à aller chercher ce maximum d'informations-là dans les divers emplois que j'ai occupés. Alors, vous voyez ici, en fait, il y a les expériences et les outils cliniques. J'ai été en scolaire, j'ai été beaucoup avec les adolescents, autant des jeunes qui avaient de grands retards académiques, de gros troubles de langage importants, à ceux qui étaient intégrés. Donc, à travers ces différentes expériences-là, j'ai toujours cherché à documenter, à aller chercher l'information. Qu'est-ce que ça a comme impact dans le fonctionnement du jeune quand il est intégré en milieu de stage, quand il est en scolaire, quand il est en français versus les mathématiques versus l'histoire, et me permettre d'aller chercher ces informations à travers des questionnaires, mais à travers beaucoup de discussions aussi avec les enseignants et l'analyse des travaux et discussions des jeunes eux-mêmes. Donc, il y a beaucoup de cette part-là. Puis si vous connaissez un peu là, les partages que je fais gratuits à gauche, à droite, quand je donne des formations ou sur d'autres groupes, ben vous pourrez avoir des traces d'outils que j'ai déjà développés et partagés gratuitement concernant justement cette analyse-là des situations fonctionnelles qui seraient problématiques. Alors ça, c'est un gros morceau. Depuis 2 ans maintenant, 2 ans et demi, je suis en clinique privée. Et pour moi, quand j'ai ouvert ma clinique, en fait, il y avait une certitude. Quand j'ai commencé à travailler avec les petits, l'expérience, disons, que j'avais perdue parce que j'étais beaucoup scolaire puis avec des ados. Donc, quand j'ai commencé à travailler avec le préscolaire il y a 2 ans, commencé à travailler. Donc, ce n'était pas une première expérience quand même là, avec les petits. Pour moi, c'était évident qu'il fallait que j'aille chercher de l'information sur le fonctionnement des jeunes. Donc, j'ai vraiment rapatrié un maximum d'informations, des questionnaires d'histoire de cas, d'autres outils maison, des lectures que j'avais fait justement par rapport à mon scolaire. J'ai pu faire des liens, puis importer un peu les infos pertinentes, puis m'imaginer les contextes de vie des plus petits en préscolaire pour arriver à faire des grilles d'analyse qui me permettraient d'avoir le point de vue des parents puis des éducateurs en milieu de garde. Et pour moi, c'était impensable de ne pas faire cette partie-là quand je travaillais, j'évaluais, parce que je suis consciente que quand j'évalue, je n'ai qu'une partie
d'informations de la situation du jeune. Il y a beaucoup de choses qui peuvent m'échapper. Alors, c'était super important. Alors, ça m'a vraiment permis de dire ces expériences-là, oui, c'est pertinent, c'est aidant, ça nuance, ça valide. Des fois, ça confronte mes hypothèses, mais c'est à ça que ça servait, en fait, tous les petits outils cliniques que j'ai utilisés. Depuis la fameuse donc, publication du groupe Catalyse qui a, dans le fond, parlé du consensus par rapport au TDL, trouble développemental du langage, ainsi que de la formation, en fait, qui a été offerte par l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec concernant le TDL et concernant les impacts fonctionnels. Donc, pour moi, c'est devenu vraiment évident et super important de poursuivre là où j'avais commencé, en fait, là, de façon très informelle dans mes outils cliniques d'analyse. Donc, suite à cette formation-là, que j'ai écoutée il y a peut-être 1 an, donc je l'ai écoutée quand même là, à retardement, ça m'a sauté aux yeux qu'il fallait que je pousse plus loin mes outils cliniques pour aller chercher un maximum d'infos avec tous les âges et un maximum de contexte. Donc, j'ai été chercher un maximum d'informations dans ces recherches-là principalement, ces présentations-là. Et j'ai aussi beaucoup consulté, en fait, c'est le réseau interdisciplinaire, je ne veux pas me tromper, international du processus de production du handicap avec le questionnaire MAVI, qui est une mesure des habitudes de vie, donc qui est un outil, en fait, là, qui permet justement de documenter les impacts fonctionnels, qui est un outil, du moins, le site, c'est québécois. Donc, ça a été aussi un gros repère pour me permettre de conceptualiser tout ce que j'ai mis dans le OSIF. Alors, voilà les grandes bases. Et j'ai continué à aller chercher un maximum d'informations outre ça. Puis je vous dirais, en ayant présenté le OSIF ou en l'ayant commercialisé, ben là, il y a plein de nouvelles informations qui m'arrivent et honnêtement, pour moi, c'est un travail, c'est un processus qui se poursuit. Puis c'est sûr qu'on va continuer de bonifier probablement l'outil, puis on va pouvoir le raffiner à la lumière des nouvelles informations qu'on va aller chercher. Donc, ça reste un projet ouvert, une 2e édition possible. On va voir comment cet outil est utile pour vous, pour moi, puis comment on peut l'améliorer avec le temps. Alors, voilà pour la construction de l'OSIF. Et comme je vous disais, les références vont suivre. Bon, si on arrive et on se demande qu'est-ce que c'est des impacts fonctionnels? Alors, on en parle beaucoup, on en parle de plus en plus avec le fameux article Catalyse, qui le nomme clairement. Je pense que c'est très pertinent qu'on mette, qu'on donne une importance à ça, les impacts fonctionnels. Ce que je me rends compte, par contre, c'est qu'on en parle beaucoup, mais on ne le définit pas beaucoup. Puis j'aime bien, moi, conceptualiser les choses pour savoir, bon, ben OK, là, comment je peux concevoir les impacts fonctionnels, comment je peux aller les chercher, les documenter. Et à travers les différentes lectures que j'ai pu faire, je me suis comme un peu amusée à caractériser et définir les impacts fonctionnels dans une perspective très clinique. Donc, possiblement, vous pourriez m'amener d'autres informations complémentaires qui pourraient amener des changements à ce que je propose aujourd'hui. Mais je pense quand même là, qu'on arrive à faire un petit peu là, une conceptualisation qui va nous aider à comprendre comment il est bâti, l'outil, mais aussi savoir comment l'utiliser puis comment l'interpréter. Je pense que ça va nous donner ces bases-là. Alors, quelles sont les spécificités des impacts fonctionnels à travers les lectures que j'ai faites? Ce que je peux en tirer? Bien, d'abord, un impact fonctionnel ou les impacts fonctionnels, c'est vaste. C'est très, très vaste. Et j'ai oublié de dire, c'est sûr qu'à travers toute la présentation, on va parler aussi des limites de l'outil, hein, parce que tout outil est imparfait, ça a ses limites. La façon dont on va l'utiliser va avoir aussi beaucoup d'influence sur comment on peut l'exploiter de façon optimale. Donc, vous allez voir que c'est ça, je vais greffer aussi les limites de l'outil à travers tout ce que je vais vous présenter, même si je considère que c'est quand même aidant et positif, là, ce qu'on peut en tirer. Donc, d'abord, c'est vaste. Ça implique donc plusieurs sphères qui visent plusieurs tâches, plusieurs domaines et ça peut être
en fait, ça peut et on le souhaite que ce soit documenté à travers plusieurs personnes. Donc, vraiment, déjà là, le risque du fait que ce soit vaste, que ça implique plusieurs éléments, bien, c'est une complexité et ça peut faire qu'on va se perdre à travers les informations. Donc, ça, c'est un gros défi. Comment je peux aller chercher des informations à travers ces outils-là qui me documentent les impacts fonctionnels sans que je m'y perde puis que je m'arrête sur des détails que finalement, si je fais trop ça, ben je perds mon mandat initial qui était d'évaluer, qui était d'intervenir, qui était de prendre des décisions. Donc ça va être vraiment un gros défi, je pense, là. Surtout pour les intervenants. On a tendance à aller dans le détail, on a tendance, puis je pense que c'est une qualité de pouvoir analyser de façon précise les situations et de les décortiquer. Mais il faut aussi savoir, s'arrêter puis avoir une vue d'ensemble plus large sans s'arrêter sur chacun des éléments. Alors, voilà pour une des premières caractéristiques. Ensuite, l'autre chose, je pense, qui peut amener énormément de défis dans la qualification des impacts fonctionnels et des, on pourrait dire, niveaux de sévérité, même si, bon, c'est pas très clair si on a en fait, on se fait dire de garder une petite gêne par rapport au niveau de sévérité des impacts fonctionnels, selon ce que j'ai compris, mais bon, tout est en évolution, ça pourrait changer. Mais ce qui est sûr, c'est ça, c'est que, en fait, c'est très relatif. Et qu'est-ce qui fait que c'est relatif? C'est beaucoup en fonction de la perception des gens qui sont questionnés. Donc, je vais revenir de façon plus détaillée tout à l'heure. Mais c'est vraiment un élément, je pense, qui est important à tenir en compte. Et je l'ai vraiment spécifié, ça inclut aussi notre perception. Parce que même si on essaie d'aller chercher des données objectives, on va chercher des connaissances scientifiques les plus à jour, on essaie de vraiment analyser les situations plus à froid, je pense on est toujours teinté de notre regard, de nos expériences, de nos attentes, et ça peut aussi venir influencer l'analyse d'une situation. Donc, il faut juste en être conscient. Voilà. Alors, ça, c'est la dimension relative. Un autre élément super important et qui, je crois, amène des défis incroyables et supplémentaires, ben c'est en fait, et je trouve ça le fun parce que ça ouvre la porte à toute la dimension clinique, le plaisir clinique de faire des liens puis des hypothèses, parce que justement, un impact fonctionnel, par définition, ça devrait être causal, c'est-à-dire que c'est une conséquence qui est due à un élément X, ici le trouble. Donc, nécessairement, il faut qu'on puisse faire vraiment l'association cause-conséquence. Par définition, un impact fonctionnel, c'est ça. Et autre chose, c'est évolutif. Qu'est-ce que ça veut dire évolutif? Et ce n'est pas nécessairement toujours le positif. Hein? Évolutif étant, ça change, ça varie dans le temps, mais aussi selon les contextes. Et on pourrait ajouter selon les attentes, les perceptions des personnes impliquées, encore une fois, le jeune lui-même, l'intervenant, les parents, les enseignants. Donc, il y a vraiment plusieurs éléments à considérer. C'est une interaction hyper complexe, des situations qui sont vécues, qui entraînent plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte pour mieux comprendre les enjeux autour des difficultés puis des fonctionnements adéquats des jeunes qu'on accompagne. Donc, vous voyez, à mon avis, juste ça, ça dit, OK, il faut faire attention avec ce qu'on va tirer comme conclusion avec l'outil OSIF, mais avec OSIF ou avec un autre outil qui a été développé avec la même intention. Je pense que c'est vraiment un défi de savoir aller chercher des bonnes informations justes sans trop s'y perdre, puis sans tirer des conclusions trop simplistes, je dirais. Donc, c'est pas parce qu'on va avoir des réponses dans le questionnaire qu'un jeune a telle difficulté, puis on va aller dans le concret tantôt, que finalement, on peut nommer ça un impact fonctionnel. Donc, ça peut être autre chose. Alors, ça, on va un peu plus dans le détail, en fait. Donc, on retourne au vaste. Si on essaie de documenter ou de
raffiner ou détailler un peu qu'est-ce que c'est la caractéristique d'être vaste. Donc, c'est plusieurs activités du quotidien. Ça peut impliquer des déplacements, des loisirs, des interactions sociales, des relations sociales, les apprentissages, le travail, la communication d'une façon plus générale. Donc, peu importe un peu là, la relation avec la personne avec qui on interagit. Et ça peut impliquer aussi différentes habiletés. Donc, la lecture, mais qui elle-même, par exemple, ou l'écriture, mais qui va servir à faire différentes activités. Donc, vraiment, je pense qu'on voit la complexité de ce que ça peut apporter. Aussi, c'est vaste parce que ça implique la perspective de plusieurs personnes. Donc, ça aussi, ça peut amener des confrontations, des opinions très différentes pour une même activité, une même habileté. Les perceptions peuvent être complètement différentes et c'est là que aussi ça peut être un défi de dire, bon, ben comment j'interprète ça, comment je démêle tout ça. Relatif. Donc, relatif, pourquoi? Ben, ça se peut que selon l'activité, l'habileté dans une activité va faire en sorte que, oh, c'est vraiment plus difficile dans telle situation de lire, mais dans telle autre, ça va bien. La perception, encore une fois, des gens, les attentes, le fait que le jeune ait lui-même peut-être des attentes élevées envers lui-même, peut entraîner donc des perceptions différentes et donc une documentation comme quoi l'impact fonctionnel est peut-être plus élevé que si moi, objectivement, je l'observerais. Donc, il y a vraiment, encore une fois, toute cette dimension-là qu'il faut considérer, porter attention. Je ne vous dis pas qu'on arrive avec une réponse ou une solution, mais c'est juste de pouvoir nuancer. Tu sais, moi, la façon dont j'utilise l'outil, oui, il y a beaucoup de questions et souvent, j'essaie après d'aller chercher comme une vision globale. Donc, qu'est-ce que ça me dit globalement, l'ensemble des difficultés qui sont relevées et les forces? Les difficultés majeures puis les difficultés plus légères. Est-ce que je suis capable de tirer une conclusion de ça? Donc, j'essaie vraiment de, à un moment donné, laisser tomber tous les détails puis essayer de voir vraiment de façon globale la situation selon la perspective des personnes qui m'auront répondu. Causal. Donc, ça, on en a parlé tantôt. Je pense que c'est le gros morceau concernant les impacts fonctionnels parce que c'est difficile de définir si une situation est vraiment causée par un élément X très précis. Donc, causal, c'est un élément problématique, le trouble, qui entraîne des conséquences qui sont nuisibles ou indésirables. Donc ça, on va y revenir. Je vais en parler par rapport à l'OCIF. On va prendre le temps justement de voir qu'est-ce que ça peut impliquer ça dans l'utilisation d'un outil comme l'OCIF. Le fait que, oui, c'est causal un impact fonctionnel, mais c'est pas toujours facile à identifier finalement. C'est peut-être même plus facile de documenter les situations de handicap, si on peut dire ça comme ça, ou les situations problématiques vécues. Donc, déjà ça, c'est plus certain comme définition. Ensuite, est-ce que c'est un impact fonctionnel? Est-ce que c'est un fait découlant de d'autres éléments? Ben, ça laisse au moins la porte ouverte, là, vous comprenez, versus le causal, ça nécessite nécessairement que tel élément a entraîné telle situation problématique. Et je pense que c'est pas quasi impossible. J'arrive à le faire des fois avec les questionnaires, justement, puis plein d'autres informations que je vais vous partager. Mais parfois, je suis dans un flou aussi, puis je fais, je ne sais pas si c'est réellement causal ou s'il n'y a pas autre chose qu'il faudrait tirer comme conclusion. Des informations qui me disent c'est quoi les situations problématiques vécues. Évolutif, comme j'en ai parlé, c'est sûr que ça peut être progressif ou régressif et ça va aussi s'expliquer selon les situations qui sont vécues, hein, les niveaux scolaires quand on est en première, deuxième année versus 3, 4e, les exigences, les tâches à réaliser, le contenu n'est pas le même. Donc, ça peut avoir un impact sur finalement
le niveau des difficultés vécues. Même chose si on est en relation sociale. Par exemple, en maternelle, les amis, c'est tous des amis, donc ça va bien. Mais quand on est rendu à la fin du primaire, on a des relations plus choisies, des relations peut-être plus approfondies aussi, mais là, ça peut entraîner d'autres situations. Même chose si on se retrouve en milieu de stage ou si en vieillissant, bien, l'autonomie, on s'attend à ce que ce soit plus présent chez le jeune, mais le fait qu'on s'attende ou qu'il devrait être autonome, bien, ça peut entraîner finalement des difficultés supplémentaires qu'on ne voyait pas auparavant. Donc, voilà, il y a toujours la fameuse perception et les exigences des gens. Juste un bon exemple, en ayant été longtemps en scolaire, pour des mêmes jeunes que je suivais sur plusieurs années, ben, un enseignant de français pouvait, en troisième secondaire, crier à la panique, puis celui du secondaire 4, qui avait le même jeune dans sa classe, avec à peu près les mêmes moyens mis en place, mais tout allait bien. Donc, la perception aussi des gens, et pourtant, c'était la même performance de la part du jeune. Donc, tout ça pour dire qu'il faut en tenir compte, puis c'est des variables ou des variables qu'on ne peut pas totalement contrôler, à mon avis, mais qu'il faut juste être conscient que ça peut être très relatif, puis nous échapper, puis nous amener à relativiser certaines informations ou analyses qui sont faites. Alors, ça m'amène tout ça à vous proposer, bien humblement, ma définition d'un impact fonctionnel, parce que, encore une fois, j'aime conceptualiser, j'aime partir d'une définition, ensuite, ça me permet de dire, bon, vers où je m'en vais avec tout ça. Alors, si je peux me permettre de vous partager ça, pour moi, un impact fonctionnel, puis vous allez voir, c'est juste logique, là, je ne réinvente pas la roue, c'est répercussion ou conséquence. Donc, impact, hein, le lien causal d'un élément. Et ici, l'élément, moi, j'ai choisi de documenter un trouble de langage oral, de langage écrit. OK? Donc, ça peut être les deux. De par mon expérience, j'avais envie vraiment de ratisser plus large. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ces deux troubles-là, qui ne sont pas exclusifs dans le sens où ce n'est pas nécessairement un TDL ou une dyslexie dysorthographiée. OK? Ça peut être des troubles plus larges. Et cet élément-là qui a des répercussions ou des conséquences, ça limite ou empêche la réalisation de certaines activités. Donc, le fonctionnement. Donc, on revient dans le fond à simplement décortiquer impact fonctionnel. Si maintenant, on se dirige vers le OSIF de façon plus précise, alors, qu'est-ce que ça sert? Oui, j'espère vous nourrir concernant les impacts fonctionnels, mais pas que ça. Je pense que ce n'est pas réaliste de dire « Ah, ce qui ressort avec le CIF, nécessairement, c'est une conséquence du trouble. » Alors, d'abord, pour justement aller chercher, ratisser toutes les caractéristiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, je ne pourrais pas vous présenter chaque questionnaire, ce serait vraiment long et peut-être un peu ennuyant, mais je vais quand même vous faire un survol. Donc, l'OSIF, j'ai décidé d'aller chercher différentes perspectives et de m'adapter à différents niveaux d'âge. Alors, j'ai été 3 ans et moins, 4-5 ans, qui est généralement les jeunes là, qui n'ont pas encore commencé la première année. 6 à 11 ans, en fait, considérer les jeunes qui sont davantage au niveau primaire, 12 à 15 ans, ceux qui sont au secondaire, et 16 ans et plus, c'est les gens qui seraient au post-secondaire, donc au cégep ou même en milieu de travail. Donc, ça vous donne quand même, puis quand même pour moi, c'était logique de faire cette subdivision. Je trouvais que les caractéristiques des enfants de 3 ans et moins, quand je questionnais les parents, je pouvais avoir les mêmes soucis, les mêmes intérêts, les mêmes questionnements. Même chose pour les 4-5 ans, qui ressemblent beaucoup aux 3 ans et moins. Par contre, je vais aller chercher davantage d'éléments qui vont me permettre peut-être de fouiller concernant plus la préparation à l'école. Okay, la capacité là, qui est préparatoire aux apprentissages. Donc, c'est ce qui me permet de subdiviser. 6 à 11 ans, donc on va aller vraiment couvrir tout ce qui est apprentissage et autre chose. 12-15 ans, là, on va s'ajuster à beaucoup d'éléments qui sont différents, qui vont s'adapter justement aux ados et même principe pour les plus vieux. Donc, il y a 11 questionnaires et on va chercher les différentes perspectives pour chacun. Donc, à l'enfant de 3 ans, on va chercher les parents, les éducateurs.
On n'est pas obligé de passer tous ces questionnaires-là systématiquement avec tous les jeunes. Généralement, je le fais pour les parents, les éducateurs. Pour les 3, 4, 5 ans, je me pose rarement de questions. Les plus vieux, je vous dirais, ça va beaucoup dépendre. Je comprends, surtout au secondaire puis post-secondaire, d'aller chercher l'avis soit d'un enseignant ou d'un intervenant, ça peut être vraiment plus difficile. Donc, si c'est possible ou si je pense que ça va vraiment avoir une grosse plus-value, je vais m'organiser pour aller chercher l'information des intervenants. S'il y a un intervenant qui suit le jeune en suivi, ça, j'adore ça, orthopédagogue, tuteur, là, je pourrais poser des questions, envoyer le questionnaire parce que ce serait vraiment nourrissant, à mon avis. Donc, c'est ça. Je vais choisir à qui je vais poser les questions pour aller chercher les informations. Tant mieux si je suis capable d'aller chercher un max, mais parfois, je suis consciente que je ne peux pas aller tout chercher. L'autre chose que j'aimerais par contre vous aviser, je me suis questionnée, ça ne m'est pas arrivé encore, mais pour des jeunes qui ont vraiment des gros retards, par exemple un jeune non-verbal ou un jeune de 12 ans, mais qui a un très, très grand retard au niveau académique, bien, possiblement que je pourrais changer donc le questionnaire avec un jeune là, qui a énormément de difficultés, par exemple, à communiquer verbalement, mais qui a 4-5 ans, ça ne m'étonnerait pas que je propose le questionnaire de 3 ans et moins. Donc, dites-vous que ces balises-là, c'est encore une fois à utiliser selon le contexte. Il peut y avoir des situations où on va changer le questionnaire parce que ça répond plus là, à la situation du jeune. Même principe, là, si on est avec un jeune de 16 ans qui a une déficience intellectuelle, je ne suis pas certaine que il faudrait utiliser tous les questionnaires liés à cet âge-là. On pourrait aller jouer selon, encore une fois, la situation et l'info qu'on va aller chercher. On pourrait aller chercher, on pourrait proposer d'autres questionnaires. Donc, soyez flexibles dans l'utilisation. Mais on va quand même garder en tête qu'on va aller chercher la perspective du plus grand nombre de personnes impliquées. Je trouvais ça intéressant. J'ai parlé avec quelqu'un aussi qui me disait que de consulter l'enfant dès l'âge de 8 ans. Donc, il n'y a pas de questionnaire adressé aux jeunes eux-mêmes, sauf à partir de 16 ans. Mais de ne pas se gêner pour questionner le jeune, ça peut être super nourrissant. Et je vais vous parler un petit peu de comment on peut l'utiliser aussi, là, ce questionnaire-là, quand on rencontre les gens ou quand on fait nos interventions, nos évaluations. Donc, moi, personnellement, je ne proposerais pas un questionnaire complet comme ceux d'Ossif à un enfant de 8 ans. Je trouve que ça pourrait l'assommer, le pauvre, et même pour les plus vieux, honnêtement. Par contre, selon peut-être les réponses qui sont fournies par le parent, là, de questionner l'enfant, « Ah, toi, tu trouves-tu que telle chose, c'est dur? » Donc, d'aller de façon plus informelle, nous remplir les réponses du jeune, juste pour valider puis aller chercher des informations complémentaires. Donc, je pense que ça peut être super intéressant aussi. Donc, et vous voyez que, bon, en plus des différentes personnes, des différentes situations qu'on va voir, bien, j'ai vraiment ajusté les types de questions selon les niveaux d'âge. Et c'est vraiment adapté, là, à mon avis, selon ce qui est généralement entendu pour un enfant de 3, 4, 5 ans, 6, 11 ans, des choses qui sont attendues, en fait, des activités qui sont vécues, des situations qui sont vécues. Donc, c'est vraiment à partir de ça que j'ai sélectionné les questions pertinentes. Autre chose, j'ai donc, pour la perspective plus large aussi, donc j'ai visé plusieurs activités du quotidien, apprentissage, communication, autonomie, socialisation, scolarisation, et j'ai aussi été chercher différentes habiletés à travers à travers ces activités-là en 4 grandes catégories, en fait. Donc, vous allez retrouver le langage et la communication, ce qui, en fait, est plutôt transmettre et recevoir des informations. Ça peut être avec différentes personnes, donc des gens qu'on connaît moins, mais c'est l'efficacité, en fait, de la transmission puis de la compréhension des informations. Il y a la socialisation. Excusez-moi, OK, on me dit qu'il y a une petite erreur par rapport au niveau d'âge, là. Je ferai la correction nécessaire, mais vous comprenez que c'était divisé en primaire, secondaire et post-secondaire, là. Donc, ça, c'était l'idée. OK, alors c'est ça. Socialisation, en fait, c'est que là, on est vraiment plus dans l'interaction avec les autres et qu'on entretient des relations amicales, amoureuses ou même des activités sociales.
C'est sûr que je sais qu'il y a des gens, des fois, qui pensent à des situations ultra précises. C'était impossible de tout couvrir. Est-ce que le jeune va au hockey? Est-ce qu'il fait des activités artistiques? Est-ce que quand il est dans des activités artistiques, il entretient des relations avec ses amis-là? Est-ce qu'au hockey, il voit ses amis, ses collègues ou ses coéquipiers les fins de semaine? C'est beaucoup, beaucoup d'informations, mais sachez que le CIF est là pour vous donner des bases, pour aller chercher de l'information plus globale, mais ensuite, il n'y a rien qui empêche de poser plus de questions pour aller gratter davantage selon ce que vous connaissez de la situation du jeune, puis des choses qui semblent un peu plus dérangeantes ou problématiques. Donc voilà, mais socialisation, alors pour moi, c'est vraiment l'entretien de relations. Puis comment c'est entretenu ces relations-là. Ensuite, j'ai intégré adaptation au milieu de vie et activités quotidiennes. J'ai même été un peu plus large, volontairement, adaptation au changement, sa capacité à s'organiser, sachant que ça risque pas d'être un impact fonctionnel du TDL, par exemple, du trouble développemental du langage ou d'une dyslexie, dysorthographie ou d'un trouble de langage écrit. Par contre, de savoir que c'est un élément problématique, ça peut m'amener à valider d'autres hypothèses. Donc, pas dire, ben, il y a de la misère à s'organiser à cause du trouble de langage, mais peut-être que finalement, il y a autre chose, attention, qui est problématique. Donc, et même des profils TSA, des fois que je ne suis pas certaine dans mon contexte de bureau un à un, le jeune est timide, il est tranquille, il est à ses affaires, c'est moins clair. Mais quand je me mets à questionner et aller chercher le fonctionnement, ben, il y a des indices peut-être de TSA qui vont venir me chercher, puis oh, OK, là, mon doute il est plus solide. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé d'aller chercher de façon un peu plus large, sans trop élargir. Puis ça, c'est vraiment dans mon expérience clinique d'orthophoniste là, qui se questionne toujours, est-ce qu'il y a possibilité d'un TSA, d'un TDA? Est-ce qu'il y a des choses que je devrais documenter pour référer à un autre professionnel, en fait? C'est les éléments que j'ai voulu ajouter. Ensuite, il y a une section lecture et écriture, une section spécifique mathématiques et il y a d'autres aspects aussi qui vont être plus larges, comme le déplacement, mais vraiment, je n'ai pas été dans les moindres détails. Est-ce qu'au moins le jeune est autonome pour se déplacer? Si on voit que non, puis il est rendu adolescent, bien, ça peut permettre de poser des questions. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile? Donc, c'est dans cette perspective-là aussi qu'on peut utiliser le questionnaire qui nous permet de ratisser plus large. Comportement, attention, estime, orientation dans l'espace. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'un jeune semble manquer d'estime de lui que c'est nécessairement dû à son trouble de lecture et d'écriture. Ça se peut que ce soit concomitant, ça se peut que ce soit une conséquence. Puis, honnêtement, de prétendre à pouvoir documenter ça clairement, je pense que ce serait, personnellement, je ne me risquerais pas. Là. Je trouve que c'est un terrain vraiment glissant. Donc, voilà, ce que je vise avec le CIF, c'est aussi de documenter les difficultés qui sont vécues sans nécessairement que ce soit causal, sans que ce soit nécessairement les impacts fonctionnels. Donc, ça va plus large. Et c'est à moi, comme clinicien, à partir des infos, de pouvoir dire, oui, ça semble vraiment causal. C'est vraiment lié à telle chose que j'objective dans mon bureau. Donc, il y a moyen de faire certains liens directs. Mais il y en a d'autres qui vont être plus délicats à faire. Donc, ce sont les exemples que je vous ai nommés tout à l'heure. Autre chose aussi qui n'est pas nécessairement, donc ça peut être concomitant, un trouble avec d'autres éléments qui font partie de la personnalité du jeune, un TDA qui serait présent, mais il n'y a rien qui empêche que les deux aussi soient présents. Si on parle de l'estime, un jeune qui a un faible estime, en plus il y a un trouble de langage, et les deux caractéristiques, les deux éléments, bien, finissent par se nourrir puis s'entretenir. Le trouble peut augmenter parce qu'il y a une difficulté d'estime, il y a une fermeture par rapport aux situations, peu importe. Donc, ça devient vraiment complexe et départager l'œuf ou la poule, encore une fois, le défi est immense. Mais je pense qu'il faut être sensible quand même au fait que l'estime peut venir jouer sur la situation au niveau du TDL puis des impacts que le TDL va avoir, par exemple. Donc, pour nous aider un petit peu, j'ai préparé en fait là, des questionnaires. Attendez, PDF, voilà. Donc, j'ai pris un des questionnaires de 6-11 ans. Et là, en fait, je me suis amusée à relever des éléments qui pourraient être problématiques, mais que je peux dire, je peux remettre en doute que ce soit lié directement à un trouble de langage oral ou un trouble de langage écrit.
Donc, si vous voyez en bleu, par exemple, je ne lirai pas tous les détails, mais déduire les émotions, les messages non verbaux des autres, terminer un sujet de discussion adéquatement, ça se peut que ce soit des problématiques, puis ça m'amène justement à valider ou me questionner sur la présence d'un TSA. Mais selon l'ensemble des autres réponses, selon mes observations, ça va être un chemin que je vais décider de prendre ou de ne pas prendre. C'est juste pour voir, voici, ce n'est pas nécessairement des associations directes qui vont expliquer ou qui vont être une conséquence du trouble. Même chose pour ce qui est en vert. Donc, réagit adéquatement lorsqu'on lui demande de clarifier ses propos. Oui, ça peut être directement lié au défi d'élaboration puis d'organisation des idées à l'oral. Puis ça se peut que ce soit un lien direct avec le TDL. Mais s'il n'y a rien qui va dans ce sens-là, dans l'ensemble des autres informations que je vais chercher, bien, ça se peut que le jeune s'impatiente puis que ce soit une personnalité forte qui réagisse. C'est pas impossible. Ça se peut même que ce soit un TDA que, oui, il a de la misère à organiser ses idées puis qu'il réagit quand on lui dit que c'est pas clair qu'est-ce qu'il raconte. Donc, vous comprenez, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments comme ça qui permettent de nuancer puis de faire attention, en fait, aux associations directes. Le fait que quelqu'un ne demande pas d'aide, il peut avoir plein de raisons. Donc, je pense que c'est important d'aller creuser ça et de ne pas dire « Ah, c'est le trouble de langage qui l'empêche d'aller demander de l'aide. » Alors, voilà. Je sais que le temps file. Alors, si je poursuis, les limites, je pense que j'en ai parlé concernant la certitude qu'une difficulté est vécue et causée par un trouble. Donc, c'est notre regard aiguisé, c'est notre mise en commun d'informations multisources qui va nous permettre de clarifier ces éléments-là pour plusieurs, mais pas systématiquement pour tous. Parfois, ça reste hypothétique, puis ça reste qu'on ne sait pas si c'est une conséquence ou non, ou il y a un trouble concomitant. On ne peut pas tout deviner. Ça nous aide aussi à pouvoir aller chercher des difficultés autres, comme je le disais tout à l'heure, donc d'autres difficultés. Et il ne faut pas négliger la personnalité des jeunes aussi, des clients, hein. Vraiment, en travaillant avec les plus vieux, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris dans les formations que j'ai suivies adolescents. Il y a une grande variabilité interindividuelle. Et ça peut entraîner vraiment des situations qu'on pourrait trouver problématiques ou étranges, mais que finalement, non, ça fait partie de la personnalité. Donc, c'est important de juste garder ça en tête aussi. Pour terminer rapidement, dans le fond, comment et pourquoi utiliser l'OSIF en évaluation? Alors, vous avez ici, en fait, toutes mes sources d'informations, toutes mes données, les sources où je vais puiser mes données pour arriver à une évaluation, une conclusion orthophonique lorsque je rencontre un jeune dans mon bureau en clinique privée. Le motif de consultation, je vais chercher un maximum d'informations sur le monde scolaire. S'il est dans un autre contexte, je vais aller chercher un maximum d'informations dans ces contextes-là. Je vais également proposer un questionnaire d'histoire de cas aux parents. Je mise aussi sur la conversation et les échanges. Je vais chercher mes informations qualitatives à partir des tests que je fais et des tâches que je propose aux jeunes durant les rencontres. Je vais également chercher mes résultats aux tests formels. Et maintenant, j'ajoute en fait une petite pointe de tarte des impacts fonctionnels. Mon but, c'est d'essayer de faire un tout cohérent avec tout ça. Donc, généralement, ce que je fais, je vais aller vraiment faire des interrelations. Ah, mes résultats formels, OK. Là, si je les regarde dans l'ensemble, ça me donne, généralement, là, c'est résultats formels et informations qualitatives. Donc, ça, quand je fais ça, OK, qu'est-ce que ça me donne à froid si je regarde pas trop le contexte puis la situation? Ah, j'irai plus vers tel trouble, OK, peut-être hypothèse de ça m'embête, parfait. Et là, à travers les autres informations, je vais faire des mises en relation pour valider. OK, c'était quoi le motif de consultation? Est-ce que ça correspond à ce que j'observe quantitativement, qualitativement? Est-ce que ça fait du sens avec les informations que j'obtiens de l'école? Des fois, oui, des fois, non. Et c'est un peu la même chose que je vais faire avec les impacts fonctionnels. Donc, je vais croiser mes données pour aller chercher un maximum de cohérence à travers toutes ces informations-là. Alors, voilà comment je l'utilise. Et comme je le disais tantôt, ça me permet de valider, mais parfois, tout va dans le même sens. Donc, c'est super dans ce temps-là, c'est simple.
Ce que j'avais comme hypothèse avec mes résultats puis mes analyses, ben, ça va dans le même sens de ce qui est ramené en motif de consultation puis dans les impacts fonctionnels. Ça valide. Parfois, ça me permet de faire, oh, attendez, c'est peut-être plus important que ce que je vois dans mon bureau, les impacts. Peut-être parce qu'il y a tel autre élément à considérer. Parfois, ça peut faire, ça ne colle pas du tout avec les résultats obtenus lors de l'évaluation puis mes analyses. OK, là, il y a un sérieux problème, il va falloir que je comprenne ce qui se passe là. Ça, c'est un élément. Puis aussi, ça me permet de guider et accompagner les clients. Donc, c'est sûr que quand je questionne davantage les impacts fonctionnels, et que je parle de la situation vécue, bien, quand c'est le temps de faire un retour sur mon évaluation puis mes résultats, je vais laisser de plus en plus de place, je vous dirais, aux impacts fonctionnels puis à tout ce qui entoure ça. Et parce que j'ai été chercher de façon satisfaisante les infos, bien, ça me permet vraiment de continuer la discussion avec les parents puis de discuter des options possibles pour soutenir à travers les situations qui sont plus problématiques. En plus, ça me permet de mieux orienter et prioriser mes interventions parce que parfois, j'ai mes observations, je sais où est-ce que je m'en vais encore une fois dans mes objectifs, mais j'aime beaucoup nuancer, valider, confronter avec qu'est-ce qui se passe dans la vie du jeune. Est-ce que c'est vraiment encore pertinent de prioriser tel objectif versus un autre? Alors, voilà comment je l'utilise lorsque je suis en évaluation. Et lorsque je suis en intervention, pour terminer, donc, je vais en fait un peu ajouter les impacts fonctionnels, une pointe de tarte à mes données, mes sources de données. Alors, je vais aller chercher les perceptions, les attentes des intervenants significatifs, donc, et du parent et du jeune. Donc, ça, en fait, c'est quand j'ai déjà commencé un suivi et là, je vous dirais que justement, ces temps-ci, là, je suis là-dedans. Certains jeunes, on est en train de se questionner, est-ce qu'on poursuit encore les suivis aux 2 semaines? Est-ce qu'on met ça au mois? Il y en a un autre, c'est à toutes les semaines actuellement. Est-ce qu'on continue comme ça? Moi, à première vue, mon impression, je pourrais réduire pour certains, pour d'autres, je maintiendrai la cadence. Mais je suis incertaine. Donc, ce que je veux aller faire, c'est chercher, bon, la perception du parent, voir le jeune, comment il réagit face aux interventions, au suivi, connaître sa perception de la situation. Puis en allant chercher les impacts fonctionnels de façon plus détaillée, bien, ça va permettre soit de valider mon hypothèse ou mon avis professionnel ou de le nuancer puis d'en discuter avec les parents. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là que j'ai commencé à l'utiliser là, pour 3-4 jeunes. Puis jusqu'à maintenant, je trouve ça vraiment intéressant là, de pouvoir aller chercher ces informations-là complémentaires. Alors voilà, ça me permet de valider les changements. Puis, tu sais, juste, si on voit une évolution, par exemple, d'une situation ou une régression, mais je pense qu'on ne peut pas tirer la conclusion, ah, l'intervention a été efficace ou n'a pas été efficace parce qu'il y a trop d'éléments, de facteurs ou de caractéristiques insaisissables dans les situations. Est-ce que le jeune, par exemple, va changer d'éducatrice? Est-ce que les exigences scolaires ont changé? Donc, des fois, c'est ce qui explique la régression. Des fois, l'amélioration, ben oui, ça se peut que ce soit une influence de mon intervention, mais sachez que on ne peut pas documenter l'impact d'une intervention spécifique concernant un jeune en disant, ben voilà, l'impact fonctionnel, les impacts fonctionnels se sont réduits, donc mon intervention a été efficace. Donc, ce serait vraiment une association trop directe, trop simpliste, encore une fois. Mais je pense que ça nous permet quand même de voir, bon, ben, le jeune lui-même, dans son évolution, dans sa situation, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui change. Donc, ça me permet d'impliquer le parent, puis de prendre des décisions éclairées, ou le jeune lui-même et ou jeune et parent. Et ça me permet aussi de recadrer certains objectifs. Alors, plus je me tiens à jour à travers ces différentes informations-là que je vais aller chercher, incluant des travaux quand les jeunes sont en scolaire, bien, plus ça me permet de revalider, recadrer mes objectifs. Alors, comment je le présente à mes clients? Je vous dirais que la façon la plus simple, parce qu'ici, il y a comme 2 options. Puis il y a les forces puis les limites, disons, les côtés positifs puis les côtés limites, là, le négatif de chacune des façons de faire. On envoie le questionnaire à la personne, elle le remplit seule, puis ensuite, j'analyse seule les résultats. Donc, ça, oui, ça peut être intéressant parce que ça fait que la personne est peut-être moins gênée pour fournir certaines réponses. Par contre, ça peut être plus difficile d'avoir accès aux documents en format Excel. Les gens ont tendance à imprimer le questionnaire, donc on n'a pas l'analyse automatique. Puis, on peut manquer de profondeur si on fait uniquement ça.
On peut aussi décider de remplir le questionnaire avec la personne en posant les questions, puis on en discute. Intéressant, mais beaucoup de temps et ça peut être plus gênant. Puis on peut peut-être se perdre justement dans l'ampleur des situations puis des données qu'on peut aller recueillir. Donc moi, personnellement, ce que j'ai commencé à faire et que j'apprécie beaucoup, je transmets le questionnaire aux parents et même idéalement la première séance d'évaluation. Je propose aux parents de remplir sur la tablette dans une application Excel le questionnaire et ensuite, une fois que c'est rempli, j'analyse et si je vois qu'il y a lieu à discuter de certains éléments qui m'amènent un doute, qui m'amènent une nuance, qui m'amènent des incertitudes ou que je vais avoir plus d'infos, là, je prends le temps d'en discuter après coup. Donc, je trouve que c'est une belle combinaison des deux. Mais c'est sûr que, par exemple, avec les enseignants ou les intervenants de la garderie, ben, on ne pourra pas faire ça, là, à moins qu'on fasse des rendez-vous et tout. Mais bon, pour moi, en clinique privée, c'est pas très réaliste de faire ça. Donc, voilà comment je vous propose d'envisager l'utilisation. Est-ce que c'est exclusif aux orthophonistes? Ça a été bâti pour et par une orthophoniste. Ce n'est pas exclusif, par contre. Si vous êtes ortho, éducateur, peu importe, puis vous utilisez un outil comme celui-là, je vous encourage fortement à collaborer avec les gens de votre milieu, les orthophonistes, qui vont pouvoir justement interpréter, analyser le questionnaire et peut-être vous guider dans certaines choses par rapport à l'utilisation. Donc, mais c'est certain que si c'est fait en collaboration, c'est doublement plus riche que si l'orthophoniste le fait toute seule dans son bureau. Achat de groupe, pour un même milieu de travail, un rabais de 25 % est applicable. Donc, vous êtes 5 personnes et plus, vous êtes dans une même clinique privée, un milieu hospitalier, une école. Donc, vous nous contactez et on vous fait un 25 % de rabais là, sur chacun des achats. Donc, ça équivaut quand même à, je pense que c'était pas loin de 5 $ de rabais. Si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez le faire, vous pouvez contacter Tania Laberge, ma collaboratrice, à l'adresse suivante. Et là, pour aujourd'hui, pour les 48 prochaines heures, donc en fait, c'est jusqu'à samedi 11h59, 23h59, il y a un 15 % de rabais qui est offert en utilisant le code promo 18NOV21 pour vous procurer le CIF. Alors voilà, on va faire le tirage. Je sais que j'ai tiré un peu. J'espère que ma super collabo est toujours présente. Alors, on se lance. Je sais qu'elle doit quitter rapidement. On se lance pour le tirage. Et ensuite, je prends le temps de vous répondre. Bon, excusez-moi, j'ai un problème d'application. Alors, voici. Alors, le petit tirage, en fait, comment ça va fonctionner? En fait, c'est une page web. Il y a 5 gagnants. J'ai mis le nom des personnes, comme je vous disais, là, ceux qui se sont inscrits avant 10 heures ce matin. Vous avez votre nom. J'ai fait attention aux doublons, là, donc les gens qui auraient pu s'inscrire à 2 reprises. Tout simplement, j'appuie ici, tirer au sort les gagnants. Et, oh, il y en a seulement 4, Tania. Ah, parce qu'il y a probablement une ligne vide, étrange. Donc, Marie-Claude Gagné, Suzanne Dionne, Sylvie Desmarais, Christelle Mérette. Je ne voudrais pas briser ton nom de famille, donc je vais juste me contenter de Christelle Mérette. Et là, vu qu'on a juste 4 gagnants, étrangement, je vais faire un tirage avec un gagnant. Alors, je vais prendre une capture d'écran, Tania, pour être sûr qu'on soit OK avec les gagnants, même si je suis certaine que tu es déjà en train de prendre ça en note. Alors, on ajoute. Et si vous avez déjà acheté le OSIF, ben, vous pouvez l'offrir à quelqu'un d'autre. C'est la solution. Donc, on en tire une personne. Yannick Lapalme, un petit ajout. Alors, voilà. Yannick, je vais l'écrire. Alors, voilà. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Et là, ben, on se lance... Alors, dans les questions, commentaires, je vais... attendez. OK. Alors, voici le fichier. Alors, Tania a partagé. OK. Alors, on me demande, Geneviève M, pour un élève de secondaire 5, prendriez-vous le questionnaire 12-15 ans? Oui, en fait, c'est ça. C'est que le 12-15 ans, là, on est mieux de se fier au niveau scolaire, à moins que ce soit une situation particulière, que le jeune a un grand retard académique, là, par exemple. Là, peut-être que vous pourriez jouer, mais sinon,
quand le jeune est au secondaire, j'utilise la grille 12-15 ans. Pour cibler les catégories d'activités, vous êtes-vous inspiré de quelque chose? Oui, exactement. En fait, Natacha Beausoleil, oui, j'ai été chercher un maximum. Donc, les sources que je vous ai données tout à l'heure, c'est les sources principales. Le CIF, le MDH-PPH, donc c'est un peu lié avec le MAVI et toute l'information qui gravite autour de ça. C'est à partir de ces informations-là que j'ai été chercher les catégories d'activités. J'ai rien respecté tel quel parce qu'en fait, je suis beaucoup allée aussi dans mon expérience clinique. Donc, j'ai pas respecté les mêmes catégories, mais je me suis inspirée de plusieurs outils. Madame Desmarais, quand elle avait fait la formation aussi avec l'Ordre des orthophonistes, sa demi-journée parlait 100% des impacts fonctionnels. Si vous n'avez pas suivi cette formation-là, orthophoniste, je vous le suggère fortement. Donc, j'ai vraiment fouillé au maximum dans ces données-là les différentes catégories, activités, habiletés qu'on pouvait documenter. Donc, Sylvie. Merci Sylvie pour votre présence. Super, super. Alors, les gens sont contents. Super. Écoutez, ça fait plaisir. Merci à vous. Merci, merci. Pas trop de questions. Anne-Sophie. Tantôt, vous avez dit que le fichier Excel permet de calculer les réponses du formulaire. Pouvez-vous expliquer ceci comment? En fait, c'est pas que ça calcule, c'est que ça fait une analyse automatique. Donc, je vais vous présenter ça immédiatement, effectivement, Anne-Sophie. Alors, je vais ouvrir en fait. Alors, voici, c'est un jeune avec lequel j'ai rempli le questionnaire. C'est un collégien, alors pour lequel une demande de dyslexie, dysorthographie, je vais vous mettre en contexte, ça va être encore plus intéressant. Donc, un jeune qui m'a été référé parce que il utilise les outils depuis des années, mais la diagnostic n'a pas été posée et là, il est au cégep puis il a besoin des outils. Alors, on m'a demandé de faire une évaluation pour confirmer le besoin. Comment ça fonctionne en fait? J'ai fait remplir sur la tablette dans mon application Excel le papa pendant que je commençais l'évaluation. Alors, comme vous pouvez voir, il y a toujours des choix de réponses. C'est très simple. Il y a quand même beaucoup de questions, c'est certain. Ça nous permet quand même d'avoir une vue d'ensemble et un maximum d'infos. Inquiétez-vous pas, je vais prendre le temps de répondre aux questions, les mains levées ou questions que vous mettez dans le chat, là, il n'y a aucun problème. Donc, voilà. Et quand j'appuie, en fait, sur questionnaire, là, je vais faire, c'est parce qu'elle est déjà, OK. En fait, c'est ça, c'est que ça a déjà été produit, mais en cliquant sur questionnaire, puis en achetant le OSIF, vous allez voir automatiquement là, la procédure à respecter. On clique dessus. Donc, ça, c'est le parent. Il voit ça. Il n'y a aucune rétroaction concernant les réponses fournies. Et nous, une fois qu'on a reçu le document, on va faire apparaître la feuille de résultats. Et là, vous voyez, en fait, il y a 3 codes, il y a 2 codes couleurs. Donc, soit c'est en noir parce que c'est non problématique ou non identifié, je ne sais pas. Si c'est en jaune, ça veut dire que c'est un peu dérangeant, mais bon, ce n'est pas la majeure, mais c'est quand même présent. Et en rouge, là, on voit que c'est vraiment des éléments problématiques. Alors, si vous regardez un petit peu, tant qu'à faire, on va faire un petit cas clinique. Alors, adolescent, collégien, parle peu de son vécu, ça ne m'énervera pas trop. Hein? Les ados, c'est rare que selon le parent, ils aient envie de jaser beaucoup. OK, comprendre la perception, le point de vue des autres, les gestes et les mimiques. OK, déduire les émotions. Donc, beaucoup d'éléments, mais au départ, là, la question était, es-tu dyslexique, dysorthographique? Donc là, je suis en train comme de m'éloigner un peu du motif initial, mais j'ai suffisamment d'éléments qui m'embêtent. Donc, si on regarde aborder les gens, participer à des conversations, fournir les bonnes informations lorsqu'il est dans une discussion, entrer en relation. Bon, adulte non familier, je vais mettre un bémol. Je connais des jeunes adultes sans difficulté que c'est plus difficile. La socialisation, très problématique. Donc, OK. Puis là, je me suis mis quand même à questionner parce que, puis là, vous voyez, elle s'adapte au changement, à l'horaire, aux activités. OK. Donc là, on voit des éléments. Moi, ça m'embête. Je me dis, il faut que je questionne. C'est sûr, je ne me mettrai pas à évaluer est-ce que c'est un profil TSA ou c'est un profil XY. Un, c'est pas ce qu'on m'a demandé. Puis 2, je n'ai pas assez d'éléments. Par contre, je vais peut-être référer, questionner, puis je me suis mis à questionner en fait. Et ce que je réalise, c'est que ce jeune-là semble avoir beaucoup d'anxiété, beaucoup plus que ce que lui perçoit et que les parents perçoivent. Donc, au début, c'était un peu d'anxiété pour finalement creuser et se rendre compte que
tout est un enjeu de stress. Dès qu'il y a un élément nouveau, une surprise, un changement, c'est stressant. Donc, OK, c'est à prendre en compte. Est-ce que ça va venir nuancer mes résultats ou ma conclusion? Peut-être. Ça va peut-être changer mes recommandations, la discussion que je vais avoir par rapport à ce que le jeune peut faire éventuellement pour s'organiser et aller chercher l'aide nécessaire. Donc, ça vous donne une petite idée. Voilà. Alors, ça te donne une idée, c'était Anne-Sophie, je crois, oui, qui a posé la question. Et là, je crois qu'on a des mains levées. Un instant, je vais prendre les... Alors, les gens qui ont des questions, seulement une, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Annie Martel, si tu veux prendre la parole, ne te gêne pas. Oui. J'aurais trouvé ça compliqué à juste écrire. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, dans le fond, moi, je suis orthopédagogue au secondaire. Donc, c'est sûr que je trouvais le questionnaire intéressant là, quand je l'ai vu sur votre plateforme. Je me demandais, moi, mon intention de l'utiliser, c'est dans le cadre de faire une référence en orthophonie pour venir appuyer. Est-ce que ça peut être pertinent de l'utiliser pour appuyer ma demande auprès de l'orthophoniste parce que c'est très difficile à faire accepter au secondaire, on s'entend, là. À faire accepter au secondaire, qu'est-ce que vous voulez dire? Dans le sens que, tu sais, il n'y a vraiment pas beaucoup de services en orthophonie, fait qu'il faut vraiment être très solide dans notre référence. Donc, je me disais, ça pourrait venir accompagner nos autres observations. Est-ce que vous voyez que ça peut être pertinent dans ce cas-là? Écoutez, moi, si je finis par recevoir des questionnaires comme ça, remplis sans que je les demande par un milieu scolaire, je vais être heureuse. Ah, OK. Parfait. Donc, je pense documenter avec vos analyses, vos observations, un rapport donc vraiment plus spécifique en orthopédagogie. Mais oui, tout à fait, ça serait super pertinent. OK, parfait. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Alors, bon, avons-nous accès au code promo? Oui, donc le code promo, c'est 18/9/21. En fait, c'est la date d'aujourd'hui. Attendez. À tous. Je vais l'écrire dans la conversation. 18/9/21. Donc, 48 heures jusqu'à samedi, 23h59. Bien, merci à vous d'avoir été présente. Au plaisir. Et bonjour, merci. Il y a des gens que je connais, ça fait plaisir. Oui, vous parliez d'un outil Excel. Est-ce que c'est disponible? En fait, c'est Marie-Laure Burté. Bonjour Marie-Laure. Alors, en fait, comme je disais tantôt, c'est en fait le questionnaire qui est sur Excel. Alors, ça vous prend l'application Excel sur la tablette si vous utilisez une tablette, sinon sur ordinateur. Mais dès que vous achetez le OSIP, vous l'avez en 2 versions. Excel pour faire remplir les parents. Ensuite, obtenir l'analyse des résultats automatiquement selon l'âge. Alors ça, c'est inclus, ça fait partie. Et vous l'avez aussi en format PDF parce que vous pourriez préférer que les gens le remplissent à la main ou peu importe. Donc, vous avez les 2 versions pour les 11 questionnaires et vous les utilisez comme vous voulez. Merci. Est-ce possible de réexpliquer sur quoi nous cliquons sur l'onglet questionnaire? Oui, en fait, je vais, tant qu'à faire, en prendre un qui n'a pas été... que les résultats n'ont pas été ressortis encore. Je vais aller voir ça ici. Oui, ici. Voilà, c'est un autre bel exemple. On va en profiter pour faire une petite mise en situation. Alors, ça, c'est un coco que je suis depuis le mois de mars. Je pense, attendez, un petit coco, de 3 ans que j'ai en suivi depuis le mois de mars, puis on se questionne, est-ce qu'on poursuit aux 2 semaines, au mois, l'évolution est quand même bonne. Donc, les parents ont rempli ça ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup travaillé les précurseurs à la communication avec cet enfant-là. Alors, moi, je voulais voir, est-ce qu'on est rendu là où je veux être? Puis, alors, comment je fais maintenant? Les parents ont rempli ça. J'appuie sur questionnaire. En fait, c'est double-clic ou clic droit, là, c'est clic droit si vous êtes avec PC. Si vous êtes avec Mac, vous pouvez l'utiliser aussi, mais ça vous prend toujours la licence Excel là, de Microsoft. Puis là, en fait, je vais faire... Bon, attendez, faut pas... Je vais faire... OK, c'est ça. Donc, je vais dans le questionnaire.
double-clic ou clic droit pour faire apparaître ce petit tableau-là. J'étais en formation, puis là, j'étais branchée avec mes écouteurs, puis on dirait que je n'étais pas capable de... Moi, je t'entendais. Oui. Mais... Est-ce que vous me parlez? Probablement pas. Et là, vous voyez, c'est écrit « Afficher résultat ». Je fais « OK ». Tadam! Alors, nous en sommes là. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'on a travaillé de façon solide est vraiment bien acquis. Et justement, l'utilisation de phrases, on est rendu là avec le petit coco, il est en train, donc c'est en train de s'installer. Donc, c'est ce qu'il faut continuer à travailler, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça semble bien intégré selon la perspective des parents. Alors, voilà, ça vous donne juste une petite idée là, de concrètement comment ça peut être utile d'utiliser cet outil. Alors, oui, ça, c'est vraiment génial et vraiment selon l'âge. C'est pour ça que je vous disais, je vous donne un exemple, là, quand on l'a bâti, Tania et moi, il y avait, c'est tout elle qui a rentré dans le fond l'analyse automatique, mais c'est sûr que pour un enfant de 3 ans, par exemple, ou moins de 3 ans, utiliser des mots puis des combinaisons de mots, ben, c'est pas dramatique, mais si on est à 4-5 ans, là, ça devient problématique parce qu'on veut des phrases. Donc, selon l'âge, ben, l'analyse se fait vraiment selon les attentes normales, disons, là, pour un jeune qui n'aurait pas de difficulté. Alors, mais oui, c'est vraiment génial d'utiliser cette fonctionnalité-là. Il faut encourager les parents. C'est pour ça que j'aime beaucoup les faire remplir dans mon bureau. Je sais que je vais avoir mon analyse automatique. Sinon, ça va me demander plus de travail un peu là, pour analyser les résultats. Mais bon, on s'habitue, mais quand on peut l'utiliser, c'est tant mieux. Alors, voilà. J'espère que c'est clair. Geneviève Auger, que j'ai répondu à ta question. Alors, il y a 56 personnes. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Sinon, Natacha, est-ce qu'il y a une question, Natacha? Oui, mais je vais laisser ma caméra fermée. Il y a un problème. Pas de problème. L'image n'est pas bonne. Je travaille au secondaire et on a un groupe d'orthophonistes. On s'est posé, là, on a essayé de faire un listing d'impact fonctionnel pour nos élèves là, qui ont un TDL. Donc, nous aussi, on en était venus à la conclusion que la définition n'était pas claire. Puis on est parti là, des différents outils, là, la CIF puis le MDH, PPH. Là où nous, on a rencontré un problème, puis je voulais savoir si pour vous, c'était aussi quelque chose qui était présent, c'était de bien distinguer un symptôme du TDL versus un impact fonctionnel. Et là, je me questionnais, je n'ai pas bien vu, moi, le listing que vous avez, mais tantôt, je lisais, par exemple, écrit à une vitesse adéquate, donc il est plus formulé dans ce qu'il arrive à faire. La traduction en impact fonctionnel, en tout cas, nous, ce qu'on faisait comme réflexion, c'est, bon, ben quelqu'un qui a des difficultés en lecture ou en écriture risque d'avoir de la difficulté à ce niveau-là, mais l'impact fonctionnel va être, par exemple, une difficulté à démontrer ses apprentissages lors des évaluations écrites en classe ou une difficulté à produire. Donc, cette traduction-là en impact fonctionnel, c'est aux intervenants ou aux personnes qui l'utilisent à la faire après avoir utilisé le CIF. Je voulais juste voir comment ça... Bien, en fait, je pense que c'est pendant l'utilisation de l'OCIF, puis en rassemblant toutes les pointes de tarte, que là, on peut probablement faire quelque chose de plus cohérent avec tout ça. Oui, c'est ce que je ferais. Parfait. Ouais. Merci. De rien. Ben, c'est une bonne question, c'est intéressant. Puis oui, c'est pas évident, hein, symptômes versus impact fonctionnel. Puis comment on les... Puis probablement que mon questionnaire mélange un peu de tout ça. Et c'est ça, c'est pas si tranché que ça, je trouve, de distinguer toutes ces catégories, en fait. Non, c'est ça. Puis nous, notre réflexion, c'était vraiment, là, on était dans le milieu scolaire, donc on essayait de voir en quoi ça avait un impact dans le milieu scolaire, sur le développement des apprentissages, etc. Donc, toujours le traduire de même. Donc, c'est ça. En fait, la lenteur, pour moi, peut avoir des répercussions vraiment importantes, là, dans le sens où ils n'arrivent pas à terminer. Oui. Donc, ça serait un peu ça. Ça amène même l'échec, à la limite, pour certains. Oui, voilà. Mais c'est ça, c'est qu'on essayait toujours, nous, de le traduire. Puis là, je me demandais, parce que quand je lisais, c'était pas toujours évident pour moi. Donc, je me demandais s'il fallait le pousser après, plus loin. Je sais que ça ne s'adresse pas juste aux orthophonistes. Là. Non, mais c'était ça. Okay, oui, mais je pense que oui, il y a place à le pousser puis à aller plus loin là-dedans, faire des liens. Puis si vous l'expérimentez, puis vous avez des commentaires, des questions, des choses à ajouter, à bonifier, comme je disais, pour moi, ce n'est pas un travail fini.
C'est une première édition que je juge quand même assez solide pour la partager, mais il y a place probablement à pousser la réflexion, puis j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de recherches qui vont suivre, étant donné le catalyse qui est sorti. Donc, j'imagine que les connaissances vont se bonifier et peut-être les concepts vont se clarifier aussi, là. Mais gênez-vous pas pour me partager quoi que ce soit, ça va me faire plaisir. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Sinon, je vais vous laisser aller. Super. Bien, je vous remercie infiniment encore une fois. Ça me fait plaisir, Caroline. Au plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va être un plaisir d'y répondre également, là. Puis comme je vous dis, des rétroactions aussi. Ça fonctionne bien, ça fonctionne moins bien. Pour moi, tout commentaire qui est constructif doit être partagé. C'est comme ça qu'on peut tous s'améliorer. Alors, voilà. Bonne fin de journée. Merci. Au plaisir.